Game begin. Donc, bon après-midi. Rapide présentation, en fait. Donc, je suis Tugdual Graal, ou Tug. Je viens de Nantes et mon prénom est breton, donc c'est beaucoup plus simple de m'appeler Tug que Tugdual. Et je travaille aujourd'hui chez Red Hat, où je m'occupe du product management sur les outils de développement. Je dirai à quoi ça correspond juste avant de partir sur la présentation. Et j'ai rejoint Red Hat il y a 6 semaines, donc c'est relativement récent. Quand j'ai soumis le sujet, j'étais chez Mapper, où je faisais de l'évangélisation et du product management. Mais en fait, ça s'allie bien. C'est-à-dire je suis passé purement autour de la donnée. Et quand je vais vous parler d'event sourcing, je pourrais vous parler comment j'aurais fait ça dans Mapper, mais aussi parce qu'on parle de plus en plus de containers, de Kubernetes, de Kafka, d'OpenShift. La transition avec Red Hat se fait très très bien pour cette présentation. Le seul bémol, c'est que je n'ai pas eu le temps de préparer de démonstration. Pour les gens qui m'ont déjà rencontré, moi j'adore faire la plupart. Ça va être la première fois, je crois, que je fais un talk sans démo. Et sinon, j'ai toujours travaillé chez des éditeurs, différents éditeurs, beaucoup dans la base de données ou sur le middleware Java. Et même si je ne développe pas au quotidien dans mon boulot, je développe pas mal sur le côté perso avec un petit site. J'ai arrêté mon développement sur App Engine et je suis parti sur du Node.js pour cette application-là et travaille sur du React Native pour les applications mobiles autour du même type de données. Ce n'est pas très professionnel, c'est autour du windsurf. Donc ma responsabilité aujourd'hui, c'est de travailler sur les outils de développement chez Red Hat. Et les outils de développement chez Red Hat, c'est la ligne de commande pour OpenShift qu'on appelle Audio, qui permet de déployer et de créer des applications pour OpenShift, donc déployées sur des clusters de containers. Mais également un environnement de développement en ligne qui s'appelle Che, des plugins pour Visual Studio Code, des plugins pour Eclipse, et du Rel Tools, donc en fait des outils de développement pour Linux. Donc en fait le métier de product manager, c'est de faire en sorte que ce soit facile à utiliser, que ça réponde à vos besoins pour faciliter le développement d'applications. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait de microservices, de containers, de Kafka, de quelques use cases autour de ces différents mots-clés. Et j'ai choisi de commencer en fait par les microservices. J'aurais pu prendre n'importe lequel des sujets au début, j'aurais pu commencer par un use case, j'aurais pu commencer par les containers. J'ai simplement choisi de commencer par les microservices parce qu'en fait c'est le défi le plus grand, je pense, aujourd'hui pour nous les développeurs d'applications. C'est qu'on a des applications qui sont monolithiques. On parle souvent de monolithes d'ailleurs. Et le but, en fait, c'est d'essayer de les transformer en quelque chose de beaucoup plus flexible pour avoir de l'agilité dans le développement, pour avoir la capacité à faire évoluer plus rapidement certaines parties de votre application, en réduisant l'impact que ça a en termes du coût de développement, la capacité à déployer rapidement, la capacité à également monter en charge, etc. Si on regarde une application, elle est faite de plein de parties qu'on pourrait appeler des modules. Typiquement, quand on faisait du Java EE traditionnel, en prenant le côté extrême, on avait un fichier EAR avec plusieurs WAR et plusieurs JAR, etc., qui étaient impliqués. Déjà, ne serait-ce que diviser ces parties-là dans des plus petits morceaux pourrait être un premier début. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de séparer ça dans toutes petites briques applicatives, et ces petites briques applicatives, de les isoler. Et de les isoler au runtime, au développement, au runtime, quand on va les mettre à jour, quand on va les mettre dans les équipes de développement, c'est vraiment essayer de simplifier cette partie-là. Et c'est quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. Je prendrai des exemples sur des cas clients qui sont partis sur ce genre d'expérience. Donc une fois qu'on les sépare, chacun va avoir sa vie, mais la particularité, en fait, c'est que ces différents composants doivent discuter entre eux. Et souvent, chacun des microservices ou ceux qui ont besoin de persistance vont avoir leur propre base de données, leur propre stockage.
Donc ça, c'est la vue de votre application aujourd'hui, avec la particularité qui change beaucoup par rapport à vos applications par le passé, c'est que chacun des services peut être une fonctionnalité applicative qui peut être appelée directement. C'est-à-dire qu'on parle de plusieurs points d'entrée à n'importe quel endroit. Si c'est une API qui est bien faite, on va pouvoir la consommer. Typiquement, vous allez travailler sur le login. Le login va évidemment être réutilisable, mais ça va être de la même façon si on a fait un service qui sert à faire le paiement en ligne, qui sert à sauver l'adresse d'un client ou changer ou valider une commande, etc. On va pouvoir l'appeler à plusieurs endroits. Donc non seulement ça donne de la flexibilité dans le développement, mais ça donne également de la flexibilité sur la façon dont on va réutiliser les services. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être intéressantes. Quand je parlerai des containers, c'est la capacité aussi à remplacer un service par un autre assez rapidement. C'est-à-dire que s'il y a un service de paiement, vous voulez tester une nouvelle version du service du paiement, vous allez pouvoir le faire. Auparavant, quand tout était packagé dans une très grosse application, pouvoir tester rapidement une nouvelle fonctionnalité, pouvoir la comparer en termes d'utilisation en faisant de l'A/B testing, c'était très 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 difficile. Par contre, quand on va travailler avec ce système par rapport à avant, c'est qu'on arrive dans un système distribué, qui peut être d'ailleurs aussi polyglotte, c'est-à-dire que certains services peuvent être déployés différemment. Donc là, j'ai pris l'exemple où il y a trois services, deux services en Java, un service en Node. Certains pourraient avoir de la persistance, d'autres n'ont pas nécessairement besoin de persistance, mais ça va être le premier service va utiliser un conteneur du microprofile avec un Tomcat et un accès à une base de données qui va demander certains services ou données à un autre service Java qui peut être développé en Spring Boot et un appel à un autre service qui va être en Node. Et cette partie-là, on le voit vraiment de plus en plus, ce besoin de travailler avec plusieurs langages de programmation en fonction des besoins de vos applications et des compétences des équipes et des frameworks que vous allez utiliser, parce que certains services peuvent être quelque chose qu'on utilise directement en ligne par un cloud provider ou un SaaS que vous utilisez. Et de plus en plus, alors moi je ne l'aborde pas aujourd'hui, mais on va commencer à parler de serverless où un des services ne sera qu'une fonction. C'est-à-dire que ce sera du code que vous aurez déployé quelque part, qui va s'exécuter à un moment donné, qui va avoir sa propre cycle de vie. Tout le container, tout le cycle de démarrage, de déploiement, de montée en charge, et sera géré par votre fournisseur de services. Donc cette capacité à segmenter l'application en plein de petits morceaux est très important, mais avec cette contrainte d'avoir un système distribué. Et vous avez probablement déjà vu cette liste des mensonges autour ou des faits, ou des non-faits, pardon, je ne sais pas comment les fallacies au niveau des systèmes distribués. Le réseau est fiable, la latence est de 0, la bande passante est infinie, les topologies ne changent pas, il y a toujours une personne qui est capable de gérer le système, le coût de transporter les données, les applications est nul, et le réseau est homogène en termes de performance, de qualité de service, etc. Bien entendu, ça c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système qui va répondre à tout ça. Alors ça a un impact très fort, parce que ça veut dire que si on prend que les deux premiers, le réseau n'est pas fiable. On sait très bien qu'il y a des moments où il va tomber complètement, où il va être très lent. Et la latence a un coût. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de garantir une certaine latence entre deux services, ça peut être coûteux, ça peut ralentir. Il y a des moments où juste ça prendra plus de temps que prévu. Donc il faut un système, quand vous commencez à déployer des services, qui soit capable de prendre ça en compte. Il y a une partie, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que les services ne s'attendent pas mutuellement éternellement, parce que sinon, vous allez faire une requête, ça va prendre des ressources dans votre infrastructure, et en plus, l'utilisateur n'aura jamais de retour, ou ne peut attendre très très longtemps avoir des retours. Et aussi, l'impact, c'est que quand on a ça, un service qui plante, qui est par exemple le service de paiement qui a été appelé par plein d'autres services avant, ça fait potentiellement planter énormément de choses auparavant. Tous les services qui sont dépendants, qui ont appelé ce service-là, toutes les fonctionnalités de votre application vont potentiellement ne plus fonctionner. Alors, ça, c'est la partie la plus compliquée quand on travaille sur les microservices. Mais heureusement, on a bien analysé tout ce qu'étaient les besoins qu'on va avoir pour travailler avec un système distribué.
Alors je reviendrai comment on va résoudre ça dans quelques minutes. Mais par contre, si on regarde la liste, donc l'API, la partie haute, c'est la responsabilité du développeur. Ça, c'est quelque chose qui, moi, en tant que développeur d'application, je vais créer une API que je vais mettre à disposition du reste du monde, donc des autres services. Ou à l'extérieur, si j'ai des clients qui veulent y accéder. Il faut pouvoir découvrir les services, les invoquer. L'élasticité, c'est la capacité, en fonction des besoins, à monter en charge et donc avoir plus d'instances du même service, tant qu'on en a besoin, puis après redescendre si on en a moins besoin. Essayez de gérer ça le plus rapidement possible. Si vous vous souvenez de la façon dont vous gérez, moi je viens du monde Java il y a très longtemps, en fait, il y a un peu plus de 10 ans. Je travaillais sur le conteneur J2E d'Oracle et la façon dont on gérait ça, on mettait des grosses machines, on a un cluster, on déployait 4 fois, 5 fois aussi Forge. Alors c'était avant BEA et avant Glassfish. Et on avait cette capacité à faire de la haute disponibilité, mais l'élasticité de démarrer rapidement des choses et de les éteindre dès qu'on n'en a plus besoin n'était pas possible pour une raison toute simple, c'est que le container prenait énormément, le Java EE container prenait énormément de temps à démarrer. Comme là, on a des services qui sont petits, qui sont faits pour travailler et démarrer rapidement, que ce soit un service en Go, en Node.js, en Vertex, en Spring ou en Santel. Santel, c'est un micro-container de chez Red Hat, de la communauté Red Hat. Ça, c'est fait pour avoir des petits services qui vont démarrer très rapidement. Donc l'idée, c'est d'avoir des services qui soient là, au fur et à mesure des besoins, qui montent et qui redescendent rapidement, donc toute l'élasticité. Pareil pour la résilience, la capacité à rester toujours off et reprendre s'il y a besoin à certains endroits. La capacité à enchaîner les différents services, faire un pipeline de données, puis des services un peu plus techniques comme l'authentification, donc la sécurité, capacité de faire du logging, du monitoring, du tracing. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir déployer en production vos microservices et les exploiter. C'est quand vous allez avoir des points manquants, ça va être relativement difficile de garantir la haute disponibilité ou le fait que votre application fonctionne bien. Si vous n'êtes pas capable de tracer de bout en bout ce qui se passe dans votre application, quel service a appelé A, puis B, puis C, puis D, quand ça va planter, vous aurez beau avoir du monitoring et du logging, si vous n'êtes pas capable de savoir quels sont les paramètres qui potentiellement ont fait planter le système, ça va être beaucoup plus long à débugger. Donc l'idée, c'est de simplifier cette partie-là. Donc, parmi les choses autour de la résilience et la capacité à reprendre des activités, il faut que le système qui envoie les messages et les événements entre les différents services soit lui aussi fiable. Et c'est pour ça que de plus en plus, Kafka est utilisé dans des architectures microservices. Alors, Kafka, c'est plusieurs choses. En tout cas, il y a plusieurs façons de le définir. C'est un système publish-subscribe, donc un système de messaging, qui est aussi fait en tant que plateforme de streaming, la capacité à avoir des flux de données et faire du processing. Et un point qui est très très important, il est distribué, il monte en charge, il est tolérant aux pannes, et en fait c'est un commit log, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a une liste d'opérations les unes derrière les autres, une liste d'événements, d'où le terme commit log. Et ces capacités en fait vous permettent d'intégrer ça dans votre architecture microservice pour prendre tous les événements entre vos services. Et une partie qui est importante, c'est distribuer. En fait, il faut pouvoir monter en charge. C'est-à-dire que quand vous allez multiplier le nombre de services, multiplier le nombre de messages, ça va faire potentiellement des millions de messages par seconde, qui ne seront pas nécessairement gros. Mais malgré tout, il va falloir les envoyer et les consommer, et pouvoir distribuer ça sur plein de machines. Et la capacité à être tolérant aux pannes de la même façon que l'ensemble de votre application doit l'être. Donc c'est construit dans Kafka. Et en fait, Kafka, ça vient de chez LinkedIn, développé en 2010, ça a été open sourcé en 2011, développé principalement en Scala. Et pour pouvoir monter en charge, on va aborder certains sujets, donc comme le partitionnement des données et la capacité à avoir énormément de consommateurs. Je vais revenir sur le détail dans une seconde. Une partie qui est importante, c'est que dès le début, Kafka a été conçu avec ce cahier des charges,
qui est généralement très difficile à faire sur un système de messaging traditionnel. Donc il y a eu des trade-offs, des compromis qui ont été faits dans le produit, notamment pour garantir un throughput, donc une capacité à injecter et à lire des messages en parallèle très rapidement, donc avec une latence qui est très basse. On va voir quels sont les trade-offs, les compromis qui ont été mis en compte. Et Kafka, en fait, c'est plus que du messaging, c'est plus qu'un simple système où je prends des données, je les envoie et j'ai quelque chose qui consomme. C'est non seulement le cœur, donc le Kafka Core, mais c'est également plein de frameworks et d'outils qui vont permettre de faciliter le développement et faciliter l'intégration dans vos applications. Donc on va considérer que dans le cœur, vous avez le broker qui va gérer tout l'interface et le stockage des messages et la réplication, le failover du stockage des messages, des librairies clientes dans plusieurs langages et les outils de management. Mais après, il y a des choses qui sont au-dessus et qui viennent étoffer l'écosystème pour pouvoir justement l'utiliser dans plein d'autres conditions et étendre la logique applicative aussi que vous pouvez utiliser au-dessus des messages. Kafka Connect, par exemple, c'est un ensemble de connecteurs qui vont pouvoir lire automatiquement des sources de données pour les pousser sous forme de messages dans Kafka. Et il y a également des connecteurs pour sauver ailleurs. Par exemple, il va y avoir un connecteur, un Kafka Connector pour qui s'appelle un JDBC, qui va interroger une base de données, faire une requête, renvoyer le résultat de la requête sous forme de message. Ce message, vous pouvez le formater soit en texte, soit en JSON, soit en Avro, donc différents formats en fonction de vos besoins. Et c'est directement posté sur le message. Donc ça devient des événements applicatifs. Et donc c'est un exemple. Et là, dans la source, non, pardon, ça c'est dans la source, et dans la cible, ça peut être un autre connecteur qui va sauver sur un système de fichiers distribués pour faire du big data, qui va sauver sur du S3, qui va sauver dans une base de données, dans un élastique, en fonction des besoins de votre application, sans avoir à écrire de code. Dans ce cas-là, c'est juste de la configuration. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut consommer, par exemple, sans avoir de code, sur une application. Kafka Stream, c'est ce qu'on appelle du stream processing. C'est la capacité, au fil de l'eau, à exécuter du code pour faire de l'agrégation, pour faire des transformations. Donc là, c'est du code que vous allez utiliser qui va être distribué. Kafka Stream, on peut voir ça comme un microservice spécialisé autour du streaming qui va lire des données, reposter des données sur un autre topic, sur un autre sous forme d'un message. Mirror Maker pour faire de la réplication entre data centers s'il y a besoin. Et d'autres choses qui vont aider au niveau du développement, comme par exemple un proxy REST, un HTTP, qui va permettre, sans utiliser l'API riche, quel que soit le langage, de poster sur du protocole HTTP, donc d'avoir un accès beaucoup plus rapide et simple, que ce soit en lecture ou écriture. Et parmi les choses intéressantes, il y a le schema registry. C'est quand vous allez commencer à échanger des messages ou des événements dans vos applications, ça peut être intéressant d'avoir un référentiel qui décrive les messages que vous allez utiliser et qui vérifie que le format est le bon par rapport, que le schéma est le bon par rapport à ce que vous avez défini, et notamment travailler avec des versions. Quand vous allez vouloir faire évoluer votre application, il faut être capable de faire évoluer le schéma en fonction des besoins. Il est stocké dans le schéma registry. Et KSQL qui permet de faire des requêtes SQL pour faire du processing sur les messages en lisant un flux et régénérer des données de l'autre côté. Donc l'architecture, c'est un cluster. Vous voyez ce qu'il y a au milieu, les petits ronds, ce sont les brokers. Donc là, il y a 5 nœuds qui tournent. Il y a un zookeeper qui est le chef d'orchestre pour vérifier que ces choses-là que les 5 nœuds sont toujours up, lequel va être le leader, lequel va être responsable de la réplication pour la haute disponibilité et des choses comme ça. Mais on peut avoir autant de brokers qu'on veut. Et on peut en ajouter au fur et à mesure sur votre application. Donc de la même façon qu'on peut avoir besoin d'écrire plus et de créer des nouveaux services et de les déployer en parallèle, le système de gestion des messages, le système de gestion des événements peut le faire lorsqu'il s'appuie sur Kafka relativement rapidement. Et la particularité de Kafka, c'est que sa montée en charge va venir par la distribution des données, le partitionnement ou le sharding. Tout ça, on va dire partitionnement, distribution, sharding, on va la même chose. C'est le seul moyen, en tout cas moi que je connaisse, de pouvoir monter en charge horizontalement, c'est-à-dire au fur et à mesure où j'ai besoin de plus de CPU, de plus de volume, de plus de réseau, etc. On ne va pas continuer de rajouter de la mémoire, des disques et de la bande passante. On est obligé de diviser en rajoutant de plus en plus de machines. Donc lorsqu'on va rajouter des machines en parallèle,
on va avoir plusieurs partitions pour le même topic. C'est-à-dire que là, si c'est un des événements qui gère tout, mais la partie gestion des informations bancaires d'un client, qui vont être toutes les opérations sur un compte pour l'ensemble de mes clients dans une banque, ça va être la même topic qui va être opération bancaire, par contre qui va être divisé par partition, par exemple par numéro de compte, pour garantir que toutes les opérations sur un numéro de compte soient au même endroit. Et pour garantir la lecture, on va avoir plusieurs consommateurs qui vont être réunis dans un groupe pour pouvoir lire en parallèle sur toutes les partitions. Et c'est là où on va avoir la capacité de rajouter énormément de consommateurs. C'est-à-dire que si on fait du microservice, qu'on consomme, on a besoin de consommer ces opérations sur le compte bancaire pour savoir, sauver ça dans une base de données, une autre partie, un autre microservice qui va faire de la détection de fraude, un autre qui va valider ou pousser ça vers un partenaire pour garder un historique ou autre, on va rajouter des groupes. Et on peut en rajouter autant qu'on veut, et ils vont lire en parallèle sur l'ensemble des partitions, et toujours avec cette capacité de haute disponibilité, c'est-à-dire que s'il y a une partition qui tombe, derrière on a de la réplication, ce n'est pas représenté sur ce schéma. Et pareil, au niveau des groupes, si dans le groupe orange, j'ai le consommateur du milieu qui tombe, qui lit sur la partition 1, automatiquement, il va aller lire sur un autre, soit le consommateur en haut, soit le consommateur en bas, dans le groupe orange, il ira lire sur la partition 1 et va faire le failover automatique. La particularité, en fait, de Kafka par rapport au messaging historique, c'est que potentiellement, on peut garder les messages tout le temps. Je peux dire que ces messages ne seront jamais effacés, le message 0 jusqu'au message 10, et à n'importe quel moment, je peux rajouter une nouvelle application qui peut soit relire depuis le début, soit relire à partir d'un instant donné, soit relire uniquement les nouveaux messages. Et ça, c'est important quand on va parler d'event sourcing, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans votre application depuis le début, si on parle d'une nouvelle application bancaire, et que tous les comptes bancaires passent là-dessus, tout ça, alors pour l'instant, ma banque ne va pas faire fortune, parce qu'il y a eu en gros un peu moins de 30 opérations, mais il y a eu toutes ces opérations-là, elles sont stockées dans ce log, et si j'ai besoin de les rejouer, je peux rejouer cette partie-là pour recréer ma base de données finale, pour pouvoir rejouer du machine learning, un modèle de machine learning ou autre sur l'ensemble des données. Et quand on parle de processing, c'est bien je reçois des messages, je lis les messages, je fais du processing, je transforme, je publie, je transforme, je publie vers d'autres services. Et donc là, le processing peut être considéré comme un microservice. Je reprendrai des exemples. Donc si je reviens sur le microservice ici, j'ai mes services, les mêmes services ABC que j'avais tout à l'heure, qui sont déployés, on reviendra pas sur des containers pour avoir tous ces services techniques dont j'ai besoin, de la haute dispo, etc. Mais tout ce qui va être messaging va passer par du Kafka. Avec cette particularité que si je rajoute énormément de services dans mon application qui vont publier, par exemple le service A qui va publier toutes les opérations, je vais pouvoir en rajouter et avoir plein de brokers, plein de nœuds de stockage et de processing de Kafka en parallèle dans mon cluster. Et je vais pouvoir de la même façon lire énormément. Et donc si on prend l'exemple ici, on aurait 3 groupes de consommateurs. Si on doit lire les mêmes messages, le service A, le service B, le service C pourraient lire et écrire sur les mêmes topics, sur les mêmes endroits, mais parce qu'ils vont avoir des groupes différents, ils ne liront pas la même chose au même moment. Et je peux rajouter à n'importe quel moment un autre service. Et c'est là où on va parler d'event sourcing, qui est la capacité à avoir sur la partie gauche les événements de mon application. Et là, je parle bien d'un événement. C'est Will a déposé 100 € sur son compte, ou 100 $. Brad a déposé 50 sur son compte. Will a enlevé 30. Will a enlevé 20. Non, Will a enlevé 30 et... Pardon. Ce que je me disais, je n'arrivais pas à faire la somme, ça devenait compliqué. Donc, Will a ajouté 100, puis il a retiré 20, et Brad a ajouté 50, et puis il a retiré 30. Donc ça, ce sont les événements, et ces événements-là restent dans Kafka dans cet état-là. Par contre, votre base de données, qui est
l'application qui va consommer peut-être en temps réel. On n'a pas besoin de réconcilier tout ça à chaque fois. Donc l'event sourcing, c'est de garder ces événements-là. Et après, si on veut, soit on stocke le résultat final, qui dans ce cas-là, le compte bancaire de Will, il est de 80, le compte bancaire de Brad, il est de 20. Soit je reconstitue tout à partir des événements. Et là, ça va dépendre de votre logique applicative, ça va dépendre de ce que vous avez à faire. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas eu d'application où on était vraiment avec toutes les requêtes qui étaient faites sur l'Event Store, où on reconstruisait à chaque fois l'ensemble des messages pour avoir la balance du compte bancaire. On avait dans le microservice qui allait exposer le compte bancaire, on avait le résultat final. Mais techniquement, c'est possible. Sachant que si le compte bancaire existe depuis 10 ans, que vous générez 100 à 200 transactions sur le compte bancaire tous les jours, vous imaginez le calcul que ça va faire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir à quel moment c'est intéressant de recalculer à partir de l'Event Store pour faire donc de l'event sourcing ou à partir d'une base qui serait agglomérée. Donc si on revient sur quelques use cases et comment les mettre en place. Alors j'ai commencé en parlant de microservices et de comment partir d'une application monolithe et de faire des microservices. Alors malheureusement, c'est souvent difficile de démarrer par là. C'est si vous prenez votre code qui tourne sur votre conteneur J2E, alors je parle souvent de Java, je suis désolé, c'est de là que je viens. Mais si vous avez une très grosse application avec une quinzaine d'années de code à l'intérieur, il y a probablement énormément de code mort, plus personne n'ose toucher à certaines parties du système. Donc le plus facile, ce n'est pas nécessairement de prendre cette application et de l'exploser, mais plutôt de prendre l'application et d'essayer de rajouter des nouveaux services à cette application, mais sans la modifier, c'est-à-dire en l'étendant, en créant des microservices à côté. Et une façon très très simple, et ça, je l'ai vu beaucoup, alors je n'ai pas pu le voir beaucoup depuis que je suis chez Red Hat, parce qu'en 6 semaines, je n'ai pas vu énormément de clients, mais je l'ai vu beaucoup, que je sois chez Oracle, chez Couchbase, chez Mongo et chez Mapper, où on utilise les événements d'une base de données, la base de données historique, souvent relationnelle, et on capture les événements de cette base. Et ces événements de cette base deviennent les opérations, deviennent les events qu'on va utiliser dans l'application pour nos microservices. Donc là, on est dans une grosse application J2E avec une base relationnelle. Alors c'est une vue logique des choses, ce n'est pas une vue physique, ce qui entoure. Et à chaque fois qu'un événement arrive, on va utiliser le concept de CDC, le Change Data Capture. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, on va écouter sur le commit log de la base de données. C'est ce que fait, par exemple, Golden Gate au sein d'Oracle. C'est ce que vous pouvez faire ça sur MongoDB, sur le protocole de réplication. Donc, tous les événements. Mais les événements, ce n'est pas la valeur de la base. C'est insert into table value, blablabla. Delete, blablabla. Donc, c'est ce qui peut être transmis par le CDC sur un flux. Et de plus en plus, on va utiliser Kafka derrière ça. Auparavant, on pouvait faire du JMS ou des choses, du MQ Series ou autre. Mais maintenant, on voit du Kafka partout. Dans le monde du middleware autour de Red Hat et de la communauté JBoss, il y a quelque chose qui s'appelle Debezium, qui est capable d'avoir un système de connecteurs vers plusieurs bases de données pour écouter les changements, pour faire du CDC, et après envoyer ça donc, sur le message. Et là, vous pouvez commencer à créer des nouveaux services. Vous avez toutes les opérations qui arrivent sur un flux, et vous allez avoir plusieurs parties dans votre application pour nettoyer le flux ou agréger plusieurs flux ensemble. C'est-à-dire que s'il y a, vous pouvez par exemple faire du KSQL pour faire une jointure entre deux topics, parce qu'il y a cette base de données-là, mais il y a aussi la base de données client qui publie compte et client qui publie sur deux topics différents. Vous voulez faire une jointure pour ensuite pousser des données, par exemple vers un dashboard, pousser des données vers une application de notification, ou rajouter des services plus intelligents, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de rajouter du machine learning pour faire de la détection de fraude. Donc d'un côté, quelque chose qui va créer un modèle, qui peut s'appuyer sur le comportement utilisateur à partir de données qui sont dans les différentes bases, prendre le modèle et prendre du Spark SQL ou du TensorFlow ou autre qui va lire pour capturer et agir. Et là, vous voyez que sans toucher à l'application initiale, on rajoute
un service qui est relativement intelligent pour l'application. Et petit à petit, on va rajouter ces services-là. Et un jour se posera la question, mais si on prenait une des fonctionnalités qu'il y a dans l'application J2E, et on commençait à la migrer sur cette partie-là. Et c'est comme ça qu'en fait, on voit les applications évoluer de monolithe vers du microservice. Alors idéalement, le modèle, il est là. Donc ça, moi je l'ai vu dans plusieurs banques, aux États-Unis notamment, et en France aussi. C'est quelque chose qui est assez courant hein, d'utiliser le flux. Alors quelquefois, ce CDC, il n'est pas fait en temps réel, c'est-à-dire qu'il va avoir des outils qui vont faire des requêtes et qui vont faire des deltas, mais ça reste à la fin un flux qui est envoyé sur Kafka. Le modèle le plus propre, hein, c'est plus ça, où on va avoir une application neuve qui fournit des données qu'on publie sur des topics qui vont être poussés vers différents services qu'on va faire évoluer, qui peuvent aller dans les différentes directions, pour exposer des API pour un système tiers. Là, cette architecture a été mise en place aux États-Unis dans une société qui s'appelle Liaison Technologies, qui est un petit peu le Salesforce de la santé, c'est-à-dire que les médecins peuvent publier plein d'informations, ça va accumuler ça à plusieurs services, donc vous allez pouvoir faire vos prescriptions, les résultats de laboratoire sont poussés, agrégés dans une vue client en vue 360, s'il y a des demandes de remboursement, la capacité à faire de la détection de fraude, etc. Et là, c'est pareil, ça utilise Kafka. Et ce qu'il y a dans les topics au milieu, j'en ai mis volontairement plein, ça devient le golden record, la valeur réelle du statut de la base de données globale du système, c'est dans le streaming, c'est dans le Kafka. Ce n'est pas ce qui est en entrée, ce n'est pas ce qui est en sortie, c'est cette partie-là qui sert de source de vérité. Et quand on va rajouter quelque chose des nouveaux services, on s'appuiera toujours sur cette partie-là. Donc là, ça, on peut également, chez American Express, ils utilisent la même architecture pour faire la recommandation et la détection de fraude. Dans du retail également, avez-vous remplacé ce qu'il y a à l'entrée par l'activité sur les tickets de caisse, l'inventaire des différents produits, la date, quelle est la saison, etc., pour fournir plein de services derrière qui vont être consommés pour différents magasins. Et l'idée, hein, c'est de pouvoir toujours faire évoluer la partie droite très rapidement, avec la capacité de pouvoir tester plusieurs versions et faire évoluer sans interruption de service. Et justement, je vais arriver sur la partie suivante, c'est comment on exécute tous ces services, comment on met en place cette architecture pour avoir gardé cette flexibilité. D'un point de vue haute disponibilité, là, il suffit de mettre des machines, un bon réseau, et ça fonctionne. Mais par contre, on a une fonctionnalité qui est assez sèche. Et c'est là où les containers, Kubernetes et OpenShift vont aider pour le développement, le déploiement et le runtime, et la capacité à garantir une certaine qualité de service et de code. Alors je pense que la plupart de... Je vais aller assez vite sur le début. Les conteneurs, ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle pour faire la différence entre voilà les machines virtuelles et voilà les containers. C'est-à-dire que les machines virtuelles vont s'appuyer directement sur le hardware avec un superviseur, et le superviseur va gérer des OS complets qui vont simuler du hardware. Et là, au niveau des containers, on va se concentrer à un niveau plus élevé, où on va gérer en gros plutôt l'application que le système. Et j'aime bien, la vue que je préfère, c'est celle-là, en fait. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'a apporté les conteneurs par rapport aux machines virtuelles, on n'arrivait pas à bien différencier la partie IT et Ops, et où était l'appli et où était le système. Avec les containers, on arrive relativement bien à le faire, c'est-à-dire que l'IT, alors même si normalement avec les DevOps, on n'est plus censé différencier qui fait quoi, etc., à la fin, il y a quand même des gens qui ont une compétence Ops et il y a des gens qui ont une compétence développeur. Je vous conseille de me faire confiance sur la partie développeur plutôt que sur la partie Ops. Mais on est censé bosser ensemble, et on ne va pas regarder la même chose. Et le Ops va vraiment se baser sur l'infrastructure physique ou cloud, travailler avec ce qui va gérer tous les containers. Et moi, dans mon application, je vais bien garantir que j'ai toutes mes dépendances au niveau de l'OS, toutes mes dépendances au niveau de mon application et mon code applicatif. Et ce container, idéalement, c'est le même quand je travaille sur mon Mac, c'est le même quand je build, c'est le même quand je teste, et c'est le même quand j'envoie en production. Et c'est là où Kubernetes arrive pour fournir le management de tout ça.
et orchestrer tous ces containers. Parce qu'à la fin, imaginez que chaque service va tourner dans un container, et comme j'ai besoin de haute disponibilité, chaque service va être multiplié plusieurs fois. Et donc l'idée, c'est d'avoir un orchestrateur. Et le gagnant aujourd'hui, je dis bien le gagnant aujourd'hui, c'est Kubernetes, et OpenShift s'appuie sur Kubernetes. Quand j'ai commencé à bosser dans le big data, il y avait un autre système de containers qui commençait à faire de bruit, qui était Mesos. Et en 1 an et demi, 2 ans, Kubernetes a quasiment pris toute le... Je ne sais pas s'il a pris le marché en tout cas, mais il a pris la technologie sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui. Et un des bénéfices, c'est qu'on peut le déployer n'importe où, que ce soit sur votre machine physique, sur un cloud, faire de l'hybride, avoir une partie du cluster d'un côté et à côté de l'autre et de le gérer. Et ce qui est important, c'est qu'il est là pour gérer les applications. Alors les applications, ça va être votre microservice ou un monolithe, et non pas les machines. Les machines, c'est quelque chose que l'orchestrateur gère en dessous, c'est quasiment transparent. Et parmi les capacités, c'est la capacité à avoir d'être supporter la panne, se réparer tout seul, la montée en charge, etc. Donc je vais aller vite parce que je vais présenter sur cette partie-là. La façon dont fonctionne Kubernetes, c'est que les conteneurs sont dans un concept qu'on appelle un pod. Un pod, c'est votre application qui tourne, c'est le conteneur qui est exécuté, qui a été pris à partir d'un référentiel. Vous avez déployé un fichier qui décrit votre application, qui est un ensemble de containers et un certain nombre d'instances de ce container. Vous garantissez ça. Kubernetes le prend, OpenShift le prend et démarre tout ça. Et sur des nodes physiques, alors là, c'est là où j'ai mis RHEL, mais ça pourrait être un autre operating system, hein, bien sûr, et une autre machine physique. Vous avez plusieurs pods qui tournent. Et si j'ai dit que mon serveur Node.js, il y en a besoin de 1, 2 pour mon application, si un pod tombe, si un serveur tombe physique, si le réseau ne fonctionne pas et que Kubernetes ne le voit pas, il va démarrer automatiquement un nouveau node. Donc vous avez cette disponibilité. Et vous pouvez également rajouter des pods pour tirer en parallèle plusieurs services. Donc voilà ce que va fournir Kubernetes. Ça va être la capacité à déployer et exécuter vos conteneurs et les gérer. Alors ça vient d'un historique qui est assez long à tout ce qui est microservices. Et aujourd'hui, la partie la plus simple pour déployer est vraiment Kubernetes et OpenShift. Et je vous allez voir la différence entre les deux. Donc, je reviens sur cette présentation. Donc, ce que vous donne Kubernetes, le discovery des services, l'invocation, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous préoccuper où est votre pod. Vous dites, j'ai besoin d'appeler ce service d'authentification ou ce service de gestion du compte client. Tout le routage et l'endroit et où est le système, c'est géré par Kubernetes. S'il n'arrive pas à le trouver, il va aller sur une autre machine, etc. Et l'élasticité de la même façon. Après, OpenShift va rajouter au-dessus de Kubernetes la gestion des flux, le login, le monitoring. Donc en fait, ça s'appuie sur Prometheus, et ça capture toute l'information. Et sur, j'allais dire Fluentd, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur Fluentd, mais tout ce qui est logging pour l'ensemble des services pour pouvoir faciliter le suivi. Et au-dessus, il y a un framework dont vous avez probablement entendu parler qui s'appelle Istio, qui rajoute d'autres services autour de la résilience, l'authentification, le monitoring et le tracing, qui va être en fait des services qui vont encapsuler pour ces données techniques dont on a besoin quand on va faire une application orientée multiservice, microservices. Et dans les choses qui sont très très intéressantes quand on prend cette architecture globale, c'est que j'ai parlé à plusieurs moments quand vous voulez faire évoluer votre application. Déjà, dans un container, on n'est pas censé changer le code. C'est-à-dire que quand on va déployer une nouvelle version, on arrête celle-là et on déploie la nouvelle. Ce que va donner Istio, en fait, c'est que parmi les services, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité aussi à dire j'ai 5 pods de mon modèle de machine learning qui tourne. J'ai envie d'en déployer une nouvelle version. Et j'en ai toujours besoin de 5. Donc je dis déploie cette nouvelle version, il va mettre en parallèle et Kubernetes et Istio vont arrêter doucement cette partie-là automatiquement. Et parmi les choses aussi qui sont très intéressantes, c'est que je peux faire du blue-green deployment, c'est-à-dire je peux avoir les deux qui tournent en parallèle. Celui-là, c'est celui que les clients voient ou utilisent.
Celui-là, c'est celui que je vois. C'est LAN V1, V1 et V2. Et ça va travailler tout seul, ça va me donner des statistiques, je vais pouvoir commencer à faire des tests. Après, je peux dire, tous les gens qui viennent du mobile vont sur la V1, tous les gens qui viennent des navigateurs web classiques vont sur la V2. Et Istio va permettre de faire ce genre de choses, en plus de la sécurité, du tracing, etc. Et ce que moi j'espère en voyant ça, c'est que petit à petit, on va déployer de plus en plus de microservices et qu'on va commencer à tirer parti de ce que les gros du web ont pris l'habitude de faire, l'A/B testing, le blue-green deployment, toutes ces choses-là qu'on avait beaucoup de mal à faire auparavant. Donc, juste la conclusion. Donc, il faut essayer de développer vos applications en microservices, et si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, c'est utiliser une approche où vous enrichissez par le biais de petits services qui seront déployés sous forme de containers. Il y a de grandes chances que les nouvelles applications soient déployées sous forme de containers. Et Kafka se présente comme être un très très bon système pour capturer tous vos événements et travailler sous un format d'event sourcing et devenir le système of record de tous vos événements. Je vous remercie. Merci.